Hello tout le monde, c'est Atri, votre analyste financier, et on va regarder ce qui s'est passé hier sur Bitcoin parce qu'on a mangé une sacrée claque quand même hier, on va pas se mentir. Et je vais commencer directement la vidéo en faisant ceci, une grosse croix, parce que je me suis gouré. Voilà. Je me suis gouré hier, peu importe les raisons, on va quand même les regarder les raisons. Le but, ça va pas être de se trouver des excuses, ça va être de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que à l'avenir, on pourra éviter ce genre de choses, etc., etc. Donc je me suis gouré parce que je disais qu'effectivement, ben, ici, grâce aux indicateurs milléniaux notamment, on avait une réduction de volatilité énorme et qu'à partir de là, il y avait des très grandes chances qu'on fasse un mouvement assez fort qui n'était pas directionnel d'après le Millennium Volatility, donc on peut pas savoir si ça allait vers le haut ou vers le bas, mais que d'après toutes les données qu'on avait, eh bien pour moi il y avait plus de chances que ça aille vers le bas. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo lundi, attention ça va chuter. Finalement ben, c'est monté et on s'en est pris plein la gueule. Donc la raison numéro 1, et après je vous dirai un peu plus un aspect psychologique, on va d'abord traiter de l'aspect des raisons, de ce qu'on peut voir à peu près au niveau des données qu'on a sur le marché actuellement. Ceux qui sont en long, ceux qui sont en short, ce que vous pouvez faire à l'heure actuelle. Et ensuite, on ira plus sur la partie psychologique, ce qu'on ressent, etc., etc. Parce que c'est quand même important d'en parler. On n'est pas des robots, on est des humains, donc c'est important de se soutenir, etc., etc. Donc, j'ai pas encore mis à jour le PF, mais avec mon levier et avec mon allocation, ça m'a fait un bon moins 30% sur ce trade. Donc par rapport au début des positions que je prends depuis ici, je suis toujours en positif. Néanmoins, bah, ça fait extrêmement mal. Sachant qu'en plus, ben, je sais que voilà, il y a des membres qui potentiellement ont mis des leviers hauts, des allocations qui sont différentes des miennes et que les dommages chez eux peuvent être plus importants, tout comme il y en a d'autres qui ont mis moins d'argent et leurs dommages sont moins grands que les miens. Donc, mais on va s'attarder là-dessus un petit peu plus tard. Donc, la news qui a fait bondir absolument tout le marché crypto, en tout cas Bitcoin et Ethereum, c'est cette news-là, le fait que le fisc va doubler son programme de rachat entre septembre et décembre prochain d'obligations long terme. Ils vous avaient déjà prévu de passer des achats pour 2 milliards de dollars, donc c'était cool, et maintenant ils ont doublé ça à 4 milliards. Donc ils se font quand même une espèce de marche arrière par rapport à tout ce qu'ils ont dit. Scott Bessent, qui est justement le secrétaire au Trésor, fait un petit revirement de situation. Et ça a été publié hier. On a directement eu le Bitcoin qui est monté et on a directement eu surtout aussi les taux à 30 ans qui ont chuté. Le mouvement a été anti-corrélé sur l'un et sur l'autre et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, si je vous passe ici en 1 heure et que je vous mets Bitcoin par-dessus, vous pourrez voir que c'est arrivé au même moment. Voilà, on a la chute des yields des obligations à 30 ans, on a la montée du BTC. Alors ça, c'est un événement de liquidité, parce que je vous parle beaucoup de mes calculs de liquidité, etc., etc., qui peuvent dire si effectivement on a une trend qui est baissière au niveau des liquidités ou une trend qui est haussière. Et il faut savoir une chose, c'est que cette trend-là n'est pas impactée par les news macro. Quand j'entends news macro, j'entends surtout chômage, inflation, ce genre de choses qui n'ont pas d'effet sur les liquidités à court terme. Par contre, ça, voilà, prévoir de l'entrée d'argent dans le système dans à peu près 2-3 semaines, bah évidemment c'est un événement et une news de liquidité immédiate qui a donné une réaction des algorithmes tout de suite sur BTC, également sur les taux à 30 ans. Par contre, le reste a suivi la droite ligne de mes calculs et le reste c'est quoi? C'est typiquement le Nasdaq qui a fait une journée qui était baissière. On a eu également des grosses sociétés comme Nvidia par exemple qui a commencé à crash, AMD également. Donc voilà, sur le biais global, ouais c'était bon. Malheureusement, sur la crypto, ça a eu un effet avec cette news qui était pas ouf et qui a donné ce gros squeeze. Donc c'est évidemment pas cette news là qui a donné une énorme montée. Pourquoi? Parce que on pourra le voir dans une autre vidéo. Mon but ici, moi, c'est de vous montrer les mécanismes, comment ça marche l'économie. Après, évidemment, on peut savoir comment marche l'économie. Ce genre de news, on peut pas les pricer en avance. J'ai pas le numéro du Trésor américain, malheureusement, pas encore en tout cas. Et sur une news et en quelques minutes ça part. En plus de ça, tu mets facilement un quart d'heure, une demi-heure pour avoir la news. Bon on est déjà là quoi.
quoi. Donc compliqué. Néanmoins, ça c'est une nouvelle qui a été pricée un peu trop fortement selon moi, parce qu'en fait quand ils disent ils vont passer de 2 milliards à 4 milliards, ils vont pas imprimer 2 milliards comme beaucoup pourraient penser en mode planche à billets comme la Fed, etc. Non, pour acheter de la dette et faire des buybacks, ils sont obligés, comment dire, d'émettre pardon un autre type de dette, et ils vont émettre de la dette court terme simplement pour acheter de la dette long terme. Donc ils vont émettre de la nouvelle dette, ok, qui va être achetée, et grâce à cet argent, ils pourront faire des buybacks d'obligations plus longues. Ce qui est quand même bullish, c'est que justement, il y a eu des obligations extrêmement longues qui sont rachetées. Mais ça, on fera une vidéo plus tard pour vous expliquer les différents impacts quand c'est des obligations court terme ou long terme. Mais c'est vrai que le fait d'acheter des long termes, effectivement, c'est un peu plus bullish que s'ils avaient acheté des courts termes. Donc voilà un petit peu la news, mais surtout cette news a offert un déclencheur qui a été un squeeze massif. La première question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que sur ce squeeze ici, ou sur, en tout cas ce mouvement haussier, est-ce qu'on a quelque chose d'anormal qu'on n'a jamais connu jusqu'à maintenant, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'on a des thunes qui sont rentrées? Est-ce qu'il y a une vraie accumulation de whales, etc. etc. Donc on va répondre à cette question. Je vais commencer d'abord par l'open interest qui clairement s'est effondré depuis ce bottom là. Donc il y avait effectivement beaucoup de shorters qui sont rentrés, ça c'est une chose, et on voit que l'open interest s'est fait éclataxe. On est revenu à des niveaux qui sont aussi bas que le dernier dip ici à 62 000. Et en tout cas, ça signifie une chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun long qui s'ouvre ici, parce qu'il y a forcément des longs qui sont ouverts. Ça veut dire que le marché était avant tout chargé en short, et que ces shorts sont fait niquer. Voilà. Ils sont fait avoir, et du coup, maintenant, on a un côté short qui s'est fait nettoyer. Il y en a pour, je crois, c'était 2 milliards, hein, un truc comme ça. J'ai vu les datas juste avant. À peu près 2 milliards. Ce qui est toutefois intéressant, premièrement, c'est quand on regarde les données on-chain, parce que l'argent des whales peut entrer de différentes manières. Il peut entrer directement sur les brokers, ça peut être Coinbase, Binance, OKX et d'autres brokers, et il peut rentrer de manière non on-chain, non visible, notamment via ce qu'on appelle des desks OTC, et c'est comme ça que l'argent des ETF rentre. L'argent qui est misé sur les ETF n'est pas visible on-chain. Voilà, il passe par un autre circuit, il ne rentre pas justement là-dedans. Donc première chose, on va regarder sur ETH et sur BTC, c'est de monter ce qui s'est passé au niveau on-chain, et ce qui s'est passé au niveau on-chain, c'est assez symptomatique, c'est de la vente. Donc là, il y a différentes colonnes. On est sur CoinGlass. Vous allez sur CoinGlass, vous tapez Large Order Book, et vous pouvez régler justement l'order book en voyant tous les ordres qui ont été passés, en filtrant des petits ordres, des gros ordres, etc. Du spot, du levier. Et quand vous prenez la petite règle ici, vous pouvez écarter et puis voir ce qui s'est passé dans un mouvement. Quand on regarde le mouvement ici haussier qu'il y a eu, avec l'énorme hausse qui a fait carrément, en plus on a bougé 1 minute, 3000 $ sur BTC, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas vu ça, depuis 2020 je crois, ou 2021. Et ce qui s'est passé, c'est que oui, il y a beaucoup de shorts qui sont rentrés, moins 3 milliards sur Binance, moins 2 milliards sur OKX. Par contre, quand on regarde le niveau spot, moi c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que les leviers, voilà, c'est le spot moi qui m'intéresse le plus pour voir s'il y a une vraie accumulation, si ce mouvement a été soutenu par les waves. Et on voit 3 colonnes. OKX spot, on est à moins 12 millions sur ce mouvement-là. Donc sur OKX, ça a distribué pour 12 millions de dollars. Sur Binance, ça a distribué pour 34 millions de dollars. Et sur le spot de Coinbase, ça a distribué pour 5 millions. Sur ETH, c'est globalement la même chose. On a sur OKX perpétual donc des longues qui rentrent fortement maintenant. Par contre, sur le spot, on voit ETH sur Binance Spot moins 7,7 millions, donc ça distribue aussi. Sur le spot ici Coinbase, ça distribuait pas grand chose, et moins 4 millions sur OKX également. Donc en tout cas niveau on-chain de ce qu'on a vu durant ce mouvement là, c'est pas un mouvement qui a été soutenu à 100% par les whales. Voilà. On voit également que l'order book là il commence à se charger en achat en dessous de 1800, il se charge également en vente sur le spot là au-dessus des prix auxquels on est. On verra si ça peut agir comme mur ou pas. Sur Bitcoin, on a quoi? On a les murs qui sont surtout en dessous pour l'instant. Ceux qui étaient au-dessus, là, ils se font tous filer. Il en reste un qui est juste ici, à peu près 8 millions. Et ensuite, c'est beaucoup plus haut que ça se passe. Les gros ordres de vente sont à 74 000 et à 80 000 pour l'instant. Donc ça, c'est les ordres de vente qui sont enregistrés en limite. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui vont arriver, mais eux sont en limite depuis 6 jours pour celui-là, 15 heures pour celui-là. Et en dessous, vous avez la même chose. Le plus gros ordre commence à être là à 62 000 $. Donc, on-chain, on peut répondre à la question, il n'y a pas d'achat qui a été soutenu, c'était de la distribution. Donc, il faut aller voir ce qui s'est passé au niveau des ETF. Parce que forcément, une hausse
qu'on a vécu, c'est en daily ici une hausse de 7% pour Bitcoin et pour ETH, ça a été assez démentiel sur la journée. On a une volatilité qui a été jusqu'à 22%. J'ai regardé, c'est pas arrivé depuis Covid. Il y a seulement la bougie daily de Covid qui a été plus loin en termes de volatilité. Donc ça fait 6 ans, 6 années que sur ETH, on n'a pas eu de journée aussi volatile. Et voilà, et ça arrive en bear market. Enfin bref. Donc quand on regarde les ETF, sur BTC, hier a vu un inflow de seulement entre guillemets 164 millions. Donc il y a eu moins d'inflow sur les ETF, donc via le circuit en dehors du on-chain, que mardi et lundi. Lundi, il y avait quasiment 300 millions, quasiment le double, et on voit ce que ça a été donné cette année lundi. Lundi, on a payé une journée comme ça, même pas le tiers de ce qu'on a vécu hier. Donc on voit bien que niveau ETF, il y a eu des achats parce que c'est monté, mais il n'y a pas eu grand-chose. Niveau Ethereum, lui qui a eu une volatilité énorme, là également, il n'y a pas eu non plus grand-chose. Le 17, le 18, il y avait 71 millions, 30 millions. Et hier, il n'y a eu que 17 millions. Donc il y a eu 5 fois moins d'inflow ETF hier que avant-hier. Pour autant, sur ETH, on peut voir que 71 millions de rentrées, ça a donné cette bougie-là. 17 millions, ça a donné cette bougie-là. En gros, on a la confirmation que justement, c'est un short squeeze qui a lieu, que ce mouvement n'est pas massivement soutenu par des whales. Ça, c'est l'étape numéro 1. Il y a également eu autre chose, c'est que d'après les données que je voyais hier, il y a un effet pernicieux qui est en train d'arriver, qui s'est produit hier. C'est que non seulement il y a des gens qui se faisaient liquider en chemin, parce que voilà, on sait qu'il y a des stops au-dessus de tout ça, mais il y a également des gens à partir d'ici et toujours maintenant qui clôturent leur short de manière volontaire parce qu'ils ont peur de se faire squeeze. Donc forcément, il y a un effet boule de neige. Combien de temps il va durer, ça, on ne sait pas. Il peut durer, il peut déjà être fini, il peut durer encore demain, il peut durer après-demain, j'en sais rien. Tant qu'il y a cette psychologie-là, il peut y avoir des gens même qui rentrent en short maintenant, qui voient le prix monter et puis qui se disent vas-y, non, attends, je flippe, quid si le prix reprend 25%, je préfère me barrer. Donc voilà, il y a en gros des longs qui s'ouvrent mais qui eux restent parce qu'ils sont confiants. Il y a du squeeze et ceux qui sont encore en vie parce que par exemple comme moi, ils avaient un levier assez faible. Moi j'ai SL évidemment parce que quand je vois tout ça et puis que ça s'emballe avec des news positives et puis des clusters qui sont partout, je préfère ne pas arriver jusqu'au stade où je me fais liquider, ça c'est clair. Néanmoins, des clôtures de short volontaires, ça provoque quoi? Ça provoque oui un effet de panique, ça c'est sûr, et surtout des achats au marché. Donc tant que cette psychologie est de mise, eh bien évidemment ça peut donner du fuel à BTC. Est-ce qu'on est en train de faire quelque chose qu'on ne connaît pas actuellement? La réponse est non, et c'est beaucoup trop facile de le dire a posteriori, néanmoins je vais quand même le mettre. On fait quelque chose qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'est justement des FVG monthly qui se font justement capter en début voire milieu de trimestre avec ensuite une résolution baissière sur le reste du trimestre. On l'a vécu ici, où on a eu justement les 2 premiers mois qui étaient bullish du trimestre, où on voit que le mois de mai, on a commencé par venir justement faire aussi ces extensions haussières qui se sont terminées quand d'ailleurs, j'ai juste regardé quand ça s'est terminé en mai. En mai, c'était quand même début mai. Là, on est mi-août, fin août, donc c'est un peu différent au niveau timeline, mais niveau structure, c'est à peu près la même chose. On comble les VG et à voir si là-dedans, il y a un retournement. On est également sur la trendline de résistance qu'on a depuis ces 2 ranges ici. Alors évidemment qu'elle peut être cassée, on peut la déborder, on peut revenir dessous. C'est pas forcément un niveau qui est le plus strong à mon sens. Néanmoins, c'est un petit niveau qu'on peut mettre là qui est immédiat. Donc on le met avec justement, hop là, ces imbalances là-dedans. Également, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le sentiment psychologique, au niveau des profits et pertes réalisés par les STH, donc ceux qui ont des jetons Bitcoin depuis moins de 155 jours, on voit qu'on retourne en zone semi-euphorique. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a le zéro juste ici, on est au-dessus du zéro, un peu comme dans les dernières phases de distribution des ranges précédents. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que ceux qui détiennent du Bitcoin depuis très peu de temps sont en profit, sont contents. Généralement, je dis bien généralement, tout ceci drive très rapidement une certaine émotion qui est au retour du bull run, au retour des gains magnifiques, surtout quand on voit une journée sur Ethereum à plus 20%, évidemment que dans la tête, ça chamboule absolument toutes nos certitudes si on était plutôt du côté bearish. Du côté bull, ça nourrit effectivement le fait de se dire super, on est dans le bon sens du vent alors que on est baissier depuis octobre. Donc évidemment, attention à ce niveau-là.
Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut faire preuve de précaution maintenant. Ceux qui sont longues là-dedans, à mon sens, vu qu'il n'y a pas de, comment dire, de support au niveau spot, qu'on voit d'après les datas que ça ne rentre pas assez massivement pour au niveau des ETF pour supporter justement un mouvement comme ça, qu'on voit qu'au niveau on-chain il y a de la distribution qui s'est opérée dans ces zones, ben ceux qui sont longues, j'ai envie de dire, voilà, je peux pas vous donner de conseils d'investissement, je suis pas inscrit à l'Orias. Néanmoins, à votre place, si j'étais là-dedans, moi je mettrais quand même des petits SL pour capter justement la plus-value si jamais ça se retourne. Voilà, ça c'est une première chose. Et si j'étais un short encore en vie là-dedans, j'aurais deux manières de faire. Si j'ai un levier assez bas, parce que ça dépend aussi du levier, hein. La personne qui est en short x1, il faut un 100% pour se faire liquider, donc elle, c'est très loin son prix de liquidation. La personne qui est jusqu'en x3, ben là-dessus, on va se rapprocher gentiment de votre seuil de liquidation et ben, on peut très bien venir gratter ici, on peut très bien venir encore gratter ici. C'est le marché qui va choisir et malheureusement, l'effet que je vous dis, forcément, va s'estomper à travers le temps. Mais je ne sais pas combien de temps il va durer. Possiblement que ici, l'open interest, de nouveau, on ne le sait pas, ben, c'est de nouveau des shorts qui s'ouvrent pour capter le top, qu'ils ont un très gros levier et que justement, ben, il faut venir à peine ici pour les chasser. Et qu'ensuite, on a des nouveaux qui se réouvrent et qu'il faut encore les chasser, encore les chasser. Donc bref, attention à ce niveau-là. Pour finir, moi, j'aimerais parler d'un truc quand même assez important. Généralement, quand on est sur YouTube, sur les réseaux, et puis qu'on est catégorisé influenceur, bah voilà, généralement les gens ont plutôt tendance à fuir leurs responsabilités. Moi, c'est pas mon cas. Donc, effectivement, moi, je prends des positions, je manage mon risque selon mon profil, etc., etc. Néanmoins, voilà, je peux pas, même si je fais tous les disclaimers, je peux pas me cacher derrière des paroles comme beaucoup d'autres le font, qui est que attention, non, non, moi j'ai toujours dit que je fais selon mon profil du risque, que c'est à vous de faire vos propres recherches, vous êtes responsable de vos investissements, etc. Sur la base, oui, logiquement, oui, c'est le cas. Néanmoins, faut pas non plus être teubé. Chaque personne, je pense, qui est sur les réseaux et qui a des milliers de personnes qui la suivent, sait que il ou elle fait un minimum figure d'autorité. Donc dire qu'on fait figure d'autorité veut dire que on sait clairement que même si on dit faites vos recherches, moi c'est mon profil du risque, qu'on prend tous les disclaimers, ben, il y a des gens, et c'est pour ça que vous êtes là, qui vont se dire ben non, lui il est là, je trouve que son avis est pertinent, lui ou elle d'ailleurs, hein, donc je vais copier ce qu'il fait, ni plus ni moins. Donc c'est pour ça que à ce niveau-là, je sais que j'ai une responsabilité envers vous, ceux qui sont dans la communauté encore plus, ceux qui ne le sont pas mais qui regardent les vidéos aussi. D'ailleurs, je vous remercie d'être là et puis de soutenir la chaîne et de regarder ça. Donc pour tout ceci, ben déjà, je voulais vous dire désolé pour ce mouvement-là. Parce que voilà, à chaque fois que ben, ça se passe bien, c'est une chose, c'est cool. Et même moi, le premier, je considère que c'est normal que ça se passe bien, même si sur les marchés, c'est rarement le cas. Et quand ça se passe mal, ben ouais, ben, je me sens mal, très mal même. Et du coup, ben pour tous ceux qui ont shorté ici, qui se sont dit bon ben vas-y, on va le suivre parce que là, c'est vrai que ces analyses sont bonnes, etc. Bref, ça c'est vous qui le savez, c'est pas à moi de dire ces choses-là. Des mauvais trades, ça arrivera. Maintenant, la stratégie, ça va être de se dire comment limiter la casse. Comment limiter la casse dans le futur en sachant justement que ce que je fais peut être dérivé à l'extrême. Par exemple, voilà, se dire, bah tiens, Atrier dit short, même s'il dit qu'il est en levier x3, bah je mets un levier x10, x15. Voilà, moi aussi j'aimerais mettre en question par rapport à ma manière de communiquer avec vous, la manière de faire les choses aussi, c'est important, parce que voilà, de nouveau, ça peut se passer bien 10 fois d'affilée, la 11e ça se passe mal, ben c'est celle-là que moi-même je vais retenir. Je vais même pas parler de vous, je vais parler de moi. Moi-même, c'est celle-là que je vais retenir. Donc je vais réfléchir à une strat. On est aux portes du bull run, ça arrive très prochainement si on respecte la temporalité et tout ça. Donc voilà, maintenant il va pas falloir être trop greedy en termes de stratégie, il va falloir repartir sur des bases saines et faire des choses qui vont vraiment de nouveau être saines pour des mois, voire même des années. Donc je vous remercie pour tout ça. Moi je vais donc on est jeudi, je vais pas faire de vidéo demain. Je vais m'occuper de ma communauté. On se reverra lundi au niveau de YouTube. Et sinon, bah, vous pouvez aussi joindre le groupe Telegram qui est gratuit, qui est privé mais gratuit. Si je vois des données on-chain qui sont intéressantes, d'ici lundi, je les transmettrai là-bas en priorité et en plus dans ma communauté. Et du coup, bah, je vous souhaite déjà un très bon week-end, une bonne fin de semaine. Ciao ciao.